À quoi ressembleront demain les villes africaines, alors que le continent berceau de l'humanité est en pleine croissance démographique? Un défi logistique de taille s'impose pour penser la durabilité. D'ici 2050, l'Afrique comptera 900 millions de nouveaux citadins. Ce sera l'urbanisation la plus fulgurante de l'histoire de l'humanité. Alors, quels défis, quels sont les grands enjeux de la mobilité urbaine pour ces villes africaines et quelles recettes sont déjà déployées sur le continent? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 3 novembre 2022, je vous propose de parler mobilité en Afrique avec Frédéric Maury. Bonjour Frédéric Maury. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de l'Africa CIO Forum, une conférence internationale consacrée au secteur privé africain. Vous vous êtes penché sur les moyens de construire les villes durables africaines au travers des transports. L'Afrique, on le sait, fait face à un défi colossal d'accroissement de sa population, notamment de ses villes. Avant de parler du comment bâtir ces moyens de transport au service des villes durables, quel modèle quel est le constat global que vous faites aujourd'hui de la mobilité sur le continent ? Alors, déjà, premier constat qui est important, c'est que l'Afrique c'est un continent peu urbanisé par rapport au reste du monde. En moyenne, on a à peu près 40% de la population qui vit en ville, donc ça reste quand même un continent encore essentiellement agricole. Mais ça, c'est la réalité. La tendance, elle est différente puisque les villes croissent très vite. Et on estime que d'ici à peu près 20 à 30 ans, 5 des 20 plus grandes villes du monde seront africaines. Aujourd'hui en Afrique, un grand nombre de villes se développent sur un modèle assez anarchique et pas forcément très structuré, avec d'immenses problèmes de mobilité à l'échelle des villes, à l'échelle des pays et aussi à l'échelle intra-africaine, puisque comme vous le savez, il est finalement assez difficile d'aller d'un pays africain à l'autre. Frédéric Maury, comment se positionne le Maroc sur le plan de la mobilité aujourd'hui sur le continent africain ? Plutôt bien, en effet, plutôt bien à l'échelle de l'Afrique. D'abord parce que, pour plein de raisons, je dirais d'abord que le problème du logement est un petit peu moins aigu au Maroc qu'ailleurs. En Afrique, on a environ la moitié de la population urbaine qui vit dans des bidonvilles. Alors ce sujet existe aussi au Maroc, mais il y a eu quand même une grosse politique qui a été faite d'éradication des quartiers type bidonville, et donc il y a moins de problématiques de ce type-là. Et pourquoi est-ce que je parle de cette problématique-là ? Parce que c'est un des enjeux majeurs dans la mobilité urbaine, c'est le sujet de l'aménagement urbain et donc des bidonvilles, parce qu'il est autrement plus coûteux et autrement plus complexe d'aménager de manière intelligente des systèmes de mobilité dans les villes où qu'elles soient, y compris en Afrique, quand on a l'essentiel de la ville qui est constitué de quartiers relativement anarchiques. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis l'autre raison aussi, c'est qu'il y a une politique d'infrastructure et de transport urbain qui est plus développée au Maroc, comme en Afrique du Sud aussi par exemple, que dans pas mal d'autres pays du continent, avec des projets évidemment comme par exemple le projet qui n'est pas un projet mais le tramway de Rabat Salé qui est un exemple, ou le projet de tramway aussi à Casablanca. Alors, votre première recommandation pour bâtir des transports durables, c'est d'adopter une approche en écosystème. Et pour cela, vous avez un modèle, le métro d'Addis Abeba. Le premier train léger arrive dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Inauguré le 20 septembre 2015 par le ministre des Transports éthiopien, l'Addis Abeba Light Railway relie sur une distance de 34 km le nord au sud de la capitale. Pour vous, c'est un exemple d'intégration en matière de système de transport intermodal. Racontez-nous. On met en effet en lumière un certain nombre d'exemples, et on parle notamment de ce métro d'Addis Abeba qui a été construit dès le départ sur un système intermodal avec un enjeu fort, qui est un enjeu commun à pas mal de villes africaines, c'est la croissance rapide de la population. Et pour éviter ce piège de faire un projet qui 2 ans, 5 ans après ne sert plus à grand chose, il a été pensé dès le départ comme un complément des autres modes de transport, sachant que le mode de transport privilégié à Addis, comme aussi dans d'autres villes africaines, mais à Addis c'est particulièrement le cas, c'est les trajets à pied, tout simplement. Et donc
dès le départ, le métro d'Addis, métro d'Addis dans lequel passent quand même plus de 30 millions de passagers chaque année, il a été pensé en complément du bus, en complément des trajets piétons, c'est-à-dire que l'ensemble des infrastructures du projet de métro ont inclus un volet d'infrastructures intermodales qui permet finalement à un citoyen d'envisager son parcours et sa mobilité de manière complémentaire entre le piéton, le bus, le métro, avec un système évidemment de billetterie unique pour le bus et le métro. Et donc c'est un métro qui fonctionne très bien. Deuxième recommandation pour Frédéric Maury, elle concerne le financement. Et en la matière, le modèle de partenariat public-privé. Et là, un exemple, le TER de Dakar. Le TER Dakar-AIBD unira la métropole de Dakar au pôle urbain de Diamniadio et son université de 30 000 étudiants. Frédéric Maury, c'est votre référence, le TER de Dakar, en matière de financement. Pourquoi ? Alors le TER de Dakar, il est intéressant. Il vient répondre à un problème qui est les embouteillages, qui sont absolument monstrueux à Dakar. On peut passer 2-3 heures très, très, très naturellement dans sa voiture. Et donc ce TER est venu désenclaver finalement Dakar et en allant vers l'aéroport, avec un financement qui était finalement sur la partie infrastructure, enfin en tout cas un financement du projet qui était entièrement fait par l'État avec des taux bas, des taux privilégiés obtenus notamment auprès des bailleurs de fonds. Et donc les infrastructures appartiennent à l'État. Et ensuite on a une société d'exploitation qui elle est une société totalement privée, qui appartient en l'occurrence à la SNCF française, qui paye une redevance à l'État. Et à terme, une partie du capital de cette société reviendra aussi à l'État sénégalais. Donc c'est intéressant parce qu'on a le financement public et on a derrière la gestion par le privé. Et comment est-ce que l'État, on pourrait dire l'État perd de l'argent ? Oui et non. D'abord, l'État est là aussi pour financer ce type de projet qui rapporte pas forcément d'argent. Mais il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est qu'un projet de mobilité urbaine, c'est un moyen de valoriser de nouvelles ressources foncières, de nouveaux quartiers, de nouvelles zones. Et donc là, ce qui est très intéressant dans le TER de Dakar, c'est toute la zone de Diamniadio, donc la zone près de l'aéroport, qui maintenant est desservie par ce TER, et qui est une zone qui est en train d'être valorisée par l'État avec de la vente de foncier pour la construction de plein de projets. Et donc on voit finalement un circuit qui est certes perdant à court terme pour l'État, mais gagnant à moyen terme parce qu'on va développer du foncier, des nouveaux quartiers, des nouvelles activités. Troisième recommandation, la rationalisation. Frédéric Maury, vous dites, en gros, attention, pas de folie, il faut capitaliser sur l'existant. Là aussi, un modèle, c'est le téléphérique d'Antananarivo. C'est un moyen de transport alternatif et vert. Racontez-nous son histoire et comment la capitale de Madagascar a géré de manière intelligente sa transformation. À Madagascar, ils ont décidé de manière assez pragmatique de faire un système de téléphérique urbain. Donc en s'appuyant sur une société internationale qui est spécialisée dans ce type de transport, qui a un avantage, c'est que on n'a plus ou beaucoup moins la problématique d'espace au sol, puisqu'on est dans un transport en l'air et non pas au sol ou dans le sol. Et c'est aussi un coût beaucoup plus limité qu'un projet, par exemple, de métro ou des projets comme ça. Un projet de téléphérique urbain, c'est à peu près une dizaine de millions de dollars par kilomètre, alors qu'un projet de métro, c'est une centaine de millions. Donc on est dans un rapport de 1 à 10 en termes de coût. Et puis, le dernier avantage qui n'est pas négligeable, c'est aussi le côté un peu plus environnemental, dans le sens où par exemple dans le cas de Madagascar, c'est un projet avec électricité, donc c'est un projet en tout cas moins polluant et qui permet à une ville comme Antananarivo, qui est très polluée par les voitures, de se dépolluer aussi. Un téléphérique 10 fois moins coûteux qu'un métro. Incroyable, il fallait y penser. Quatrième recommandation, vous appelez, Frédéric Maury, à recourir aux nouvelles technologies de mobilité urbaine. Et là, vous pensez notamment à Yassir, le Uber algérien. Ils n'ont pas inventé la recette d'Uber, mais tout de même, c'est un modèle qui fonctionne. Alors, on va dire que le modèle Yassir, c'est pas Yassir qui l'a inventé. On va dire que c'est tout simplement Uber. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que d'abord, ça a très bien fonctionné, puisque Yassir a quand même levé 67 millions de dollars et s'est déployé dans d'autres pays à travers le continent et au-delà. Il y a 3 millions d'utilisateurs. Et là, c'est une réponse très simple à une problématique qu'on
qu'on connaît partout en Afrique où beaucoup de gens utilisent les systèmes de taxi, faute de métro, faute de bus, faute de tramway. Les gens utilisent beaucoup les taxis, avec toujours un sujet sur les prix, un sujet sur ce genre de choses. Donc là, au moins, une solution technologique comme celle-ci permet d'avoir Donc on est sur le cas d'un Uber adapté, résilient et adapté au contexte africain. Et c'était une manière pour nous d'appuyer aussi sur ce sujet des nouvelles technologies, parce qu'on ne peut plus vraiment penser non plus les mobilités urbaines sans penser les technologies, ne serait-ce que par exemple pour développer, comme le font certains pays, des applications qui vous permettent de passer d'un mode de transport à un autre avec la même application. 5e recommandation, il faut maximiser l'impact social et impliquer tous les acteurs. Frédéric Maury, vous pensez notamment à la ligne de bus à haut niveau de service de Johannesburg en Afrique du Sud. The Rea Vaya bus rapid transit system has garnered much success since its launch in August of 2009, with its mandate to help decongest the city of Johannesburg. Quelles leçons vous tirez de cette ligne de bus à haut niveau de service? Quelles leçons tirez-vous de cet exemple? Ce qui est intéressant dans le projet de Johannesburg, c'est que ils se sont dit on veut développer un système de bus à haut niveau de service. On va évidemment être en concurrence directe avec les taxis locaux, et plutôt que de le prendre de manière frontale et d'opposer finalement les moyens de mobilité les uns aux autres, ils ont impliqué le syndicat de taxis locaux dans le projet de bus dès le départ, avec donc une part du capital qui est au syndicat et aussi une reconversion, un système de compensation pour les chauffeurs de taxi et une reconversion des chauffeurs de taxi en chauffeurs de bus. Donc c'est une manière intelligente de contourner un problème qu'on retrouve très souvent sur le continent, qui est qu'une partie de la population n'a pas un intérêt immédiat en tout cas à voir se développer ces systèmes modernes de mobilité. Enfin, 6e recommandation, la pérennité. Elle est indispensable, il faut établir des projets durables. Frédéric Maury, là c'est une autre ligne de bus à haut niveau de service que vous proposez, celle de Dakar, avec un projet 100% électrique pour désengorger la capitale. De quoi il s'agit ? Alors en effet, c'est évident qu'aujourd'hui on ne peut pas construire ce type de projet sans penser à la durabilité. On sait que le continent africain est largement soumis au problème du changement climatique. Il y a des inondations régulières aussi dans un certain nombre de pays, etc. Donc aujourd'hui, on doit avoir des systèmes de mobilité qui sont adaptés au contexte local. Je pense que par exemple aux projets de métro aérien, qui sont des projets intéressants dans les pays tropicaux, parce qu'on règle un petit peu ce problème régulier qu'on a des inondations. Et puis il y a aussi ce projet en effet du bus à haut niveau de service à Dakar avec 18 km de voies, avec l'idée de réduire également les temps de parcours. Et là, on est dans un système de financement, de projet uniquement à bus électrique, puisque dans le contexte africain, beaucoup de pollution liée aux voitures. Et donc, dès le départ, l'État a décidé de miser sur un projet électrique. Merci Frédéric Maury, je rappelle que vous êtes directeur général délégué de l'Africa CEO Forum. Et vous, que pensez-vous de la mobilité dans les villes africaines ? Les grandes villes du continent seront-elles capables de gérer le défi de cette mobilité durable ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux.